La fraude et tout autre trafic à bannir le long de la frontière Mali-Guinée, c'est le credo des autorités douanières des deux pays qui se sont rencontrés hier à Kouré-Malé. Les deux parties ont promis de veiller à l'application des mesures régionales. Le Fonds monétaire international réitère sa confiance au Mali. C'est à travers une nouvelle phase de coopération et un accord triennal de 40 milliards de francs CFA. Les responsables de l'institution financière étaient face à la presse pour mieux expliquer. L'espoir pour le corps et l'esprit, nous prendrons les couleurs de ce premier festival international de Scrabble francophone à Bamako. Et puis le football, ce sera la troisième journée du championnat national de Ligue 1 avec le nul du champion en titre. Et puis sur le continent, le sacre de l'Ivoirien Yaya Touré, meilleur joueur africain en 2011. Nous sommes vendredi 23 décembre 2011. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes bien à la fin de l'année 2011 et comme à l'accoutumée, le moment est propice pour se souhaiter déjà une bonne et heureuse année 2012. Les familles fondatrices de Bamako et les autorités religieuses du pays étaient ce matin à Koulouba pour présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République. L'occasion était opportune pour évoquer avec le chef de l'État certaines préoccupations nationales. Ces préoccupations sont relatives notamment à l'organisation des élections générales de 2012, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire ou encore la crise scolaire. Reportage Ibrahima Traoré. L'heure de la vérité a sonné. Il est temps de passer aux actes pour faire face aux défis du moment. C'est en substance le message adressé au président de la République par les familles fondatrices de Bamako et les autorités religieuses du pays reçues à Koulouba. Oui, c'est une coutume bien établie. Elles sont venues à la présidence présenter leurs vœux de nouvel an et surtout prier pour le chef de l'État et pour l'ensemble du peuple malien. Les hôtes du jour estiment que l'année 2012 dessine à l'horizon de grands défis à relever. La bonne organisation des élections générales, le référendum constitutionnel ou encore la mauvaise saison agricole qui provoque la montée excessive du prix des denrées alimentaires. Et ce n'est pas tout. Nous avons besoin de résorber le chômage des jeunes. Parce que les jeunes sont formés, mais dans la plupart des cas, ils ne trouvent pas de travail. Ça, c'est une préoccupation majeure pour le pays. Nous avons vraiment souligné cela avec force. Nous pensons que les efforts de tout le monde conjugués, nous allons, Inch'Allah, trouver une solution à cela. Autre préoccupation évoquée, la sécurité des personnes et de leurs biens, l'incivisme et l'insécurité routière. Mais les représentants de la communauté chrétienne se disent surtout inquiets pour l'école malienne et la corruption. La corruption généralisée est décriée par beaucoup de nos communautés religieuses. La solution que nous y voyons, c'est un gouvernement ferme, fort, appliquant la loi sans complaisance et respectant les droits des plus faibles. De 91 à nos jours, malgré séminaires, forats, réformes, l'école va de mal en pire. Aujourd'hui, nous pouvons tous constater et dire qu'Okuru sera Tchétchéna. Feu Monseigneur Dao s'y est investi. Il écrivait, et je cite, « L'Église au Mali est solidaire de son peuple. Aujourd'hui, notre peuple du Mali a faim et soif d'une éducation de qualité et d'excellence au bénéfice de tous ses enfants. » Le challenge est donc important pour le président de la République en cette veille du nouvel an. Amadou Toumani Touré rassure ses compatriotes que des mesures urgentes sont en cours et se poursuivront pour relever les défis auxquels le Mali fait face. Pour ce qui concerne la crise alimentaire, nous avons pris des mesures, mais les mesures ne sont jamais suffisantes. La culture des greniers familiales, les ventes d'intervention, les distributions gratuites, les banques de céréales et surtout les cultures de contre-saison que nous avons engagées sur l'étendue de notre pays. Vous avez parlé de l'école. J'espère bien que ceux qui aujourd'hui ont des difficultés accepteront de revenir à l'école et que les difficultés que nous pouvons prendre à charge, nous les prendrons. Et ceux qui demandent un peu plus de temps, nous les demanderons un peu plus de temps pour pouvoir le faire. Le chômage des jeunes, là également, que ce soit la pêche, le volontariat des jeunes. La dernière campagne de volontaires que j'ai lancée moi-même, c'était 5000 volontaires. Je pense que nous ferons tout pour créer des opportunités, pour pouvoir résorber le chômage des jeunes que nous connaissons malheureusement. L'insécurité, monseigneur, routière, là encore c'est le fait de l'homme. Je pense combien de sensibilisation, combien d'informations, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour expliquer, rassurer, mais il faut continuer à le faire. Les élections de 2012, Excellence. Nous prendrons tout avec le ministère de l'Administration pour une bonne organisation des élections. Au plan matériel, tout sera là et à temps
Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour inviter le peuple malien à œuvrer toujours ensemble pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, rappelant aux uns et aux autres la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Et les mêmes préoccupations sont revenues au cours de la présentation de vœux du gouvernement au président de la République. Au cours de cette cérémonie, le Premier ministre, Cissé Mariam Keïdama Sidibé, a ainsi évoqué la situation de l'école, la sécurité, la paix, les élections à venir. En répondant aux vœux du gouvernement, le président de la République leur a réaffirmé son accompagnement pour la réussite de leur mission. Reportage Amadou Sankari. C'est dans la grande salle des banquets du palais de Koulouba que le président de la République, Amadou Toumani Touré, a reçu les vœux de nouvel an du gouvernement. Une occasion pour Cissé Mariam Keïdama Sidibé de passer en revue plusieurs questions intéressant la vie de la nation. Par rapport à la situation alimentaire difficile que connaissent plusieurs pays du Sahel, le Mali est en train de mettre en œuvre un plan d'urgence pour aider les populations les plus vulnérables. Le gouvernement a déjà adopté et démarré la mise en œuvre d'un plan d'urgence afin d'atténuer les effets de cette crise alimentaire qui est déjà à nos portes. Ce plan d'urgence comporte les axes suivants. La distribution gratuite de céréales dans les 106 communes identifiées comme étant les plus vulnérables, distributions qui ont commencé depuis fin novembre. La distribution gratuite d'aliments bétail aux éleveurs touchés par le manque de résidus alimentaires, la reconstitution et le renforcement du stock national de sécurité en 1000 sorgho à concurrence de 9700 tonnes. Je prendrai toutes les dispositions pour que non seulement la sécurité alimentaire, la disponibilité et surtout les prix puissent être gérés avec beaucoup de rigueur, de souplesse certes, mais surtout de rigueur. S'agissant des événements qui se sont déroulés à Tombouctou et à Ombori, le gouvernement condamne avec la dernière rigueur ces actes et réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour maintenir la paix. Autre préoccupation soulevée, c'est la question de l'école. Le chef du gouvernement dira que plusieurs mesures ont été prises pour une bonne rentrée universitaire. Malgré quelques difficultés rencontrées dans l'exécution du plan, nous prenons l'engagement de réunir dans les meilleurs délais les conditions d'une rentrée universitaire. Avec tous ces points, je pense que vous nous avez rassurés et je serai à votre côté, aussi bien que l'ensemble des membres du gouvernement et l'administration d'État et tous les Maliens et les Maliennes. Nous avons connu des périodes plus difficiles et je suis sûr et certain que le plus important, ce n'est pas de régler seulement les problèmes faciles. Je pense que le gouvernement a mission également de faire face à certaines difficultés majeures. C'est là également qu'on mesure toute la profondeur de notre engagement et de notre compétence. En 2012, notre pays va organiser des élections générales et sur la question, le gouvernement est à pied d'œuvre. En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, le gouvernement entend poursuivre sa mise en œuvre. Le gouvernement mobilisera tous les canaux de communication nécessaires pour sensibiliser nos compatriotes à adhérer à ce système et à permettre à ceux qui n'en veulent pas de pouvoir s'en retirer. S'il y en a qui ne veulent pas, c'est leur droit. Et notre devoir également, c'est de les restituer ce qui a été retenu et qu'on ne retienne plus rien sur les salaires de personnes. Encore une fois, bonne et heureuse année à vous, à vos collaborateurs. Et c'est avec un large sourire que les uns et les autres se sont présentés les vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2012. Et nous irons tout à l'heure à Koulouba pour savoir un peu pour ce qui est des vœux des présidents des institutions et des forces armées et de sécurité avec notre reporter Sidiki Dambélé. Le Mali entame une nouvelle phase de ses relations avec le Fonds monétaire international, FMI, à la suite de la dernière mission de l'institution financière internationale dans notre pays en septembre dernier, portant sur la 7e et dernière revue du programme. Les deux parties ont conclu la signature d'un accord triennal d'un montant de 40 milliards de francs CFA. Les contours de ce programme ont fait l'objet d'une conférence de presse co-animée hier par le ministre de l'économie et des finances et le représentant résident du FMI au Mali. Compte rendu, Oumar Kourechi.
Ce nouvel accord présente 3 innovations majeures. L'ouverture d'un espace budgétaire plus important pour le Mali à travers la possibilité de contracter des prêts non concessionnels destinés à des investissements productifs, la possibilité de discuter de façon plus approfondie sur un certain nombre de thématiques, parmi lesquelles la mobilisation des ressources internes, notamment les ressources fiscales. Enfin, cet accord permet d'ouvrir des discussions de façon plus forte sur la thématique de la croissance inclusive. Le Mali, en fait, a une relation fructueuse et aussi relativement longue avec le Fonds monétaire. Depuis le début des années 2000, le Mali a généralement conclu favorablement ses revues avec le Fonds monétaire. Chose qui, il faut bien le dire, n'est pas si courante que ça. Le Mali, c'est un des pays pour lesquels les appuis s'avèrent être le plus fructueux. La signature de ce programme de 40 milliards de francs CFA entre le Mali et le FMI, de la mise en œuvre est prévue pour la semaine prochaine, témoigne de la bonne santé des finances publiques de notre pays, marquée par une croissance économique stable de 5% depuis quelques années. Le nouveau programme, au-delà de sa souplesse, présente également certains avantages, pour la simple raison que souvent, en fonction des crises qui peuvent se présenter ou des difficultés, ça permet d'ajuster également les décaissements qui sont faits au profit des différents pays. Ce programme financé par le FMI au Mali est soutenu par la FEC, Facilité élargie de crédit. C'est un nouveau mécanisme de décaissement qui remplace un autre en vigueur depuis la fin des années 90, la FLPC, Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. La FEC présente beaucoup d'avantages, plafond d'accès plus élevé, conditions de financement plus concessionnelles, plus grande souplesse dans la conception des programmes qu'il appuie et conditionnalité à la fois plus simple et mieux ciblée. Le FMI qui opère ces réformes pour s'adapter au nouvel environnement économique et financier est né en 1944. Il regroupe 187 pays membres dirigés par un conseil de gouverneurs à raison d'un gouverneur par pays. Le gouverneur pour le Mali au sein du FMI est le ministre de l'économie et des finances. Nous restons sur le front économique avec les administrateurs douaniers du Mali et de la Guinée qui ont choisi la journée d'hier pour sortir un document consistant qui permettra désormais de gérer les incompatibilités dans l'espace économique. À partir de cette rencontre bilatérale tenue à Kourémalé, à une centaine de kilomètres de Bamako, les cadres et agents douaniers des 2 pays décident désormais de circonscrire la fraude, la criminalité transfrontalière et surtout l'application triée unique à couvrir les marchandises en transit. Envoyé spécial à Kourémalé, Mariam Sagara et Aliou Touré. Maliens et Guinéens, populations et acteurs se sont confondus hier pour planifier et renforcer la coopération bilatérale de l'administration douanière. Pour la cérémonie, l'instant était au rappel historique et culturel des liens séculaires de nos 2 peuples. L'axe Mali-Guinée n'est pas un axe par défaut. Il est la conséquence des liens historiques forts entre 2 peuples qui ont exprimé le besoin de bâtir ensemble une coopération exemplaire et soutenue à tous les domaines. Au-delà de notre appartenance à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il nous faut imaginer les meilleurs instruments de coopération en vue de faciliter les échanges commerciaux entre opérateurs économiques de nos 2 pays. Aussi, faut-il le rappeler, le port de Conakry, comme vous l'avez dit, chers frères, est le plus proche des ports africains de desserte du Mali. Cet atout naturel doit être transformé en avantage économique pour un lendemain meilleur au profit de nos 2 populations. J'avoue que cet accueil ne nous surprend guère quand on sait les liens d'amitié et de solidarité qui lient les 2 pays. Voilà 2 pays qui sont liés non seulement par l'histoire, mais par la culture. Je voudrais donc, au nom de toutes les autorités de mon pays, la Guinée, remercier encore une fois très sincèrement les autorités maliennes et plus particulièrement mon collègue et frère Modibo Maïga pour cet accueil inédit que vient de connaître la délégation guinéenne ici à Kourémalé. Après l'accueil populaire, les 2 parties se sont retrouvées pour échanger sur les difficultés rencontrées de part et d'autre sur l'axe Guinée-Mali dans l'espace CEDEAO. Ces difficultés sont entre autres formalités douanières, agrément en qualité de commissionnaire en douane, l'assainissement de la profession douanière et commerciale, l'immatriculation des véhicules.
Pour mieux maîtriser le corridor Bamako-Conakry, les deux administrations ont pris toute une journée pour sortir un protocole d'accord qui garantira les opérations économiques et la circulation des personnes et des biens à la frontière commune. Les deux délégations ont convenu, dans le cadre de la révision de la Convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Mali et la Guinée, de se référer au modèle adopté par la Conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale des douanes. L'avant-projet de la convention révisée sera élaboré par la partie guinéenne et transmis à la partie malienne au plus tard le 20 janvier 2012. S'agissant de la révision du protocole d'accord de transit, elles ont convenu de se référer à la convention TRIE-CEDEAO. L'avant-projet du protocole de transit révisé sera élaboré par la partie malienne et transmise à la partie guinéenne au plus tard le 10 janvier 2012. Cette rencontre frontalière première du genre a permis aux décideurs de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale douanière qui s'amorce sur de nouvelles bases pour lutter efficacement contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Et nous parlons de cette décision du Comité national de légal accès aux médias d'État, décision numéro 2011-0107, fixant les conditions de légal accès des formations politiques et des associations à caractère politique aux médias d'État en période hors campagne électorale. Le Comité national de légal accès aux médias d'État, statuant en session ordinaire, décide, chapitre 1 de disposition générale, article 1er, la présente décision a pour objet de fixer et de garantir les conditions de légal accès aux médias d'État pour les formations politiques et les associations à caractère politique en période non électorale. Article 2, la période non électorale s'entend par toute la durée du temps qui sépare deux campagnes électorales officielles. Article 3, les notions de partis politiques, d'associations à caractère politique et de médias d'État se définissent par les lois et règlements qui créent et organisent chaque matière. Chapitre 2, les conditions d'accès et de diffusion. Article 4, durant la période indiquée pour bénéficier du service des médias publics. La formation politique et l'association à caractère politique intéressée doivent formuler une demande écrite, datée, cachetée et signée par un responsable habilité 48 heures au moins à l'avance adressée au responsable du média concerné. Article 5. Pour les partis politiques, la durée du temps d'antenne dans le journal est de 2 minutes 30 à la télévision et à la radio. Un espace d'un quart de page leur sera consacré dans la presse écrite d'État. Pour les associations à caractère politique, la durée est de 2 minutes dans le journal télévisé et radiodiffusé et d'un quart de page dans la presse écrite d'État. Le temps d'antenne des associations à caractère politique affiliées ou se réclamant d'un candidat parrainé par un parti politique sera décompté sur le temps alloué aux 10 partis. Article 6. Compte tenu de leur nombre élevé, aucun parti politique, aucune association à caractère politique ne peut soumettre à l'ORTM ou à l'AMAP plus d'une demande de couverture médiatique en une même semaine. Article 7. Les formations politiques et les associations à caractère politique sont libres du choix de l'activité et de la langue à utiliser. Article 8. Les formations politiques et les associations à caractère politique prennent en charge les frais de déplacement et des autres charges récurrentes des agents des médias. Chapitre 3 des dispositions finales. Article 9. Les responsables des médias d'État verront à la stricte application des présentes dispositions. Les agents des médias d'État mis en mission dans un tel contexte sont tenus à une stricte neutralité, nonobstant leurs opinions politiques ou syndicales. Les difficultés relatives, article 11, à la mise en œuvre ou les divergences d'interprétation de la présente décision sont soumises à l'arbitrage du Comité national d'égal accès aux médias d'État. Article 12, la présente décision sera publiée partout où besoin sera et prendra effet à compter de sa date de signature. Et cette date de signature, c'est le 21 décembre 2011. L'opportunité de l'adoption d'une proposition de loi sur l'abandon de l'excision. Le sujet est au centre d'une journée d'échange à l'Assemblée nationale. Les débats devront contribuer à renforcer la participation de tous les acteurs au processus d'élaboration des mesures législatives contre la pratique de l'excision. La rencontre est organisée par le réseau des parlementaires maliens pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants en collaboration avec l'Union interparlementaire. Prennent part à cette concertation les élus de la nation, les représentants de la société civile. Compte rendu, Ramata Konati.
Les travaux de cette journée d'échange sont dominés par deux exposés axés sur l'opportunité de l'adoption d'une loi contre l'excision et l'autre sur un avant-projet de loi portant sur cette pratique traditionnelle. L'organisation de cet atelier, loin de défier quiconque, quelque sensibilité que ce soit, vise à renforcer la participation de tous les intéressés au processus législatif contre la pratique de l'excision, à contrôler l'application et l'incidence des lois contre l'excision, à faire évoluer les attitudes et mobiliser l'opinion afin d'évaluer l'opportunité d'une loi contre l'excision. La tenue de cette rencontre fait suite aux conclusions des ateliers antérieurs initiés par le réseau sur l'excision. Il est ressorti que, sur le plan psychosomatique, l'excision est un traumatisme. Sur le plan économique, il constitue un désastre financier pour les familles. Sur le plan juridique, il y a une adéquation de notre législation avec les engagements de l'État par rapport aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Parlement malien, ce qui crée un vide juridique traitant des éventuelles infractions qui pourraient surgir de l'acte d'excision. Cet exercice sur l'excision se veut donc une étape importante dans l'élaboration et l'application des mesures pour l'abandon de la pratique. Nous retournons au palais de Koulouba avec les cérémonies de présentation de vœux. Les présidents des institutions de la République ainsi que les autorités indépendantes étaient également face au président de la République ce matin au palais de Koulouba. Au-delà des vœux, tous ont salué les efforts fournis par l'État en matière de développement avant d'aborder les principaux pôles d'intérêt de la vie de la nation. Les mêmes questions ont été également soulevées par les forces armées et de sécurité qui étaient sur place dans l'après-midi pour présenter leurs vœux. Sidiki Dambélé. Tour à tour, les présidents des institutions de la République, des autorités indépendantes sont venus respecter la tradition, celle de souhaiter au président de la République le vœu le meilleur pour la nouvelle année 2012 qui pointe déjà à l'horizon. Présentation des vœux, oui, mais l'occasion est saisie par les uns et les autres pour dresser les bilans d'activité de leur institution au cours des 12 derniers mois. Mais au-delà des bilans, des vœux, tous ont tenu à partager avec le président de la République des préoccupations qui portent notamment sur les trois crises, scolaires, alimentaires et sécuritaires. À en croire le président de la République, toutes ces questions sont l'objet d'attention particulière du gouvernement qui est à pied d'œuvre pour y apporter des solutions concrètes et durables. Autre équation aux multiples inconnus, ce sont les questions portant sur les élections générales et le référendum de 2012. Pas de soucis, assurance a été donnée par le président de la République. Tout est mis en œuvre pour réussir cette fête électorale. En tant que démocrates, nous respecterons là, en tout cas, le résultat des urnes. Mais Monsieur le Président, pour qui, moi, qui pars, que devrais-je gagner dans une constitution que je laisse, sauf celui d'assurer à mon pays la stabilité et de penser également à l'avenir de mes petits-enfants. Tout sera mis en œuvre pour que l'organisation matérielle et tout le reste puisse être fin prêt, en tout cas pour les élections, les référendums et les élections présidentielles. Et j'espère que chacun de nous, et surtout vous, nous allons nous investir pour réussir comme le président de l'Assemblée a dit, que, entre guillemets, ceux qui gagnent sont installés. Et ceux qui n'ont pas gagné également, mais ce n'est pas la dernière fois. Ils pourront attendre la prochaine. Autre sujet phare de la journée, c'est la question de l'insécurité au Nord Mali. Une préoccupation générale partagée par les forces armées de sécurité, car la nouvelle année s'annonce dans un contexte où la bande sahélo-saharienne que notre pays partage avec d'autres voisins est à la croisée des chemins, contexte caractérisé par le terrorisme et les trafics de tout genre. Les forces armées et de sécurité sont prêtes à relever les défis de plus en plus complexes que leur impose l'immensité de notre territoire et la rareté des ressources. Le président de la République, tout en saluant les efforts fournis par ses frères d'armes, n'a pas manqué de les inviter à plus de vigilance, de détermination et surtout de responsabilité. L'État mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, et aucun moyen ne sera épargné pour que cette mission puisse être accomplie
dans toute sa dimension. C'est l'occasion de réitérer ma disponibilité au dialogue, mais aussi et surtout à ma ferme détermination de préserver, en toutes circonstances, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de notre pays. Au-delà des présentations des vœux, cette journée aura été très bénéfique car elle a permis aux uns et aux autres d'échanger et d'avoir les mêmes niveaux d'information sur toutes les questions des préoccupations nationales. La Caisse malienne de sécurité sociale a tenu ce matin son tout premier conseil d'administration dédié à l'assurance maladie obligatoire à Meaux. Les administrateurs ont débattu de plusieurs sujets relatifs à l'assurance maladie obligatoire, notamment son fonctionnement, les difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre. Ils ont aussi dégagé des propositions pour pallier les insuffisances. Amadou Ouattara. Deux principaux points étaient au centre des débats au cours de ce premier conseil d'administration de la Caisse malienne de sécurité sociale dédiée à l'assurance maladie obligatoire à Meaux. Il s'agit de l'examen du rapport d'exécution du budget au 31 octobre 2011 et de l'adoption du projet de budget 2012 de l'assurance maladie obligatoire. Un conseil placé sous le signe de la rénovation. La Caisse malienne de sécurité sociale a remplacé l'ancienne caisse de retraite du Mali. Et à cet effet, parce qu'elle avait été dotée d'une nouvelle mission, c'est-à-dire la gestion déléguée de l'assurance maladie obligatoire. Depuis sa mise en place, la Caisse a joué un rôle important dans le cadre de la politique nationale de protection sociale, notamment la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Elle a contribué à la finalisation des études qui ont abouti au montage technique et institutionnel de l'AMO, en participant activement aux travaux des groupes thématiques sur les aspects techniques y afférents. Elle a également participé à la définition des préalables pour la mise en œuvre de l'AMO à travers certaines de ses activités qui sont la relecture de ses textes de création et d'organisation pour adapter ces structures à ces nouvelles missions, la mise en place des structures de gestion au niveau central, régional et local. A signaler que la Caisse malienne de sécurité sociale a été créée en 2010 pour remplacer la Caisse des retraites. Elle a pour mission la pré-immatriculation des assurés, le recouvrement des cotisations au profit de la CANAM et la production d'états financiers. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ a tenu ce matin sa 18e session extraordinaire du conseil d'administration, compte rendu des activités menées courant 2011, adoption du budget révisé et perspectives pour l'an 2012. Tels ont été les points essentiels de la rencontre. Compte rendu Salimata Dao. Après la 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, les administrateurs se retrouvent pour la 18e fois à une session extraordinaire. Le président du conseil a souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres et dégagé les activités menées courant 2011. Courant 2011, certainement les actions phares. C'est d'abord le recrutement des 5000 volontaires, conformément à l'objectif qui avait été fixé à l'action de la PEJ. En plus, nous avons eu un contrat de partenariat avec NCA pour 2500 jeunes de contrats de professionnalisation. Les perspectives sont nombreuses pour l'année 2012. Parmi elles, un projet sera monté avec l'Organisation internationale du travail et qui va se focaliser sur le financement de projets en milieu rural. Africa Rice va établir également des contrats de partenariat avec la PEJ, prendront des jeunes sans emploi, diplômés, qui vont donner une formation, une qualification, une technicité dans le domaine agricole. Et deuxièmement, nous sommes aussi en passe de finaliser des accords avec Geiger International, en partenariat avec une autre compagnie qu'on appelle la compagnie africaine de dérivés de manioc, qui ont déjà retenu 3000 hectares au niveau de Séléngué et qui va procéder à une culture du manioc dans cette zone-là. Lors de la dernière rencontre du conseil d'administration, la révision du projet de budget 2011 de la PEJ était au cœur des débats. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 7 837 millions de francs CFA. Après analyse, des réaffectations au niveau des activités ont eu lieu.
L'organisation régulière de ces rencontres est motivée par la ferme décision des responsables de la pêche à renforcer les capacités opérationnelles de cette structure qui lutte contre le chômage des jeunes et d'améliorer la qualité de ses prestations. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE félicite la Banque régionale de solidarité BRS de la bonne collaboration. Ce n'était pas par courrier, mais au cours d'une cérémonie et pour le succès du projet de renouvellement du parc auto-taxi du Mali, l'ANPE a décerné son trophée annuel du meilleur partenaire à la BRS Mali. L'institution financière ouest-africaine a contribué à la réalisation du projet de 500 taxis neufs à hauteur d'environ 4 milliards de francs CFA. Cela à travers la coopérative des chauffeurs et conducteurs du Mali. Aboubakar Maïga. C'est la Banque régionale de solidarité du Mali qui remporte cette année le trophée du meilleur partenaire de l'Agence nationale pour l'emploi. La BRS Mali est singulièrement récompensée pour son rôle joué dans l'opération Taxi Neuf de l'ANPE. Ce projet démarré en 2009 avec la collaboration de la coopérative des chauffeurs et conducteurs du Mali a permis de financer 500 taxis qui font aujourd'hui le bonheur des citoyens maliens. Coût total, environ 4 milliards de francs CFA accordés par la BRS. Nous n'attendons pas, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'un prix vienne couronner l'intervention de la BRS dans ce financement. Nous avons purement et simplement initié ce financement parce qu'il correspondait à notre population cible. Cette première étape était une phase test, que tout le monde sait que le secteur du transport est le plus difficile. Une fois que ça marchera dans ce secteur-là, ça veut dire qu'on peut l'étendre à tous les secteurs économiques, qu'il s'agisse du développement de l'agriculture, du développement de toutes les activités connexes autour de l'agriculture, l'aviculture, la cuniculture. En fait, on veut donner les moyens aux gens d'exercer leur activité. Plusieurs conducteurs de ces nouveaux taxis étaient là pour dire merci à ces fructueux partenariats BRS-ANPE. Dans un magazine projeté dans la salle, Alioune Guissé, le président de la coopérative des chauffeurs et conducteurs du Mali, interpelle les bénéficiaires au respect de leur engagement qui n'est autre que l'entretien des véhicules et les remboursements effectifs de leurs dettes journalières. Cela afin qu'ils puissent devenir eux-mêmes propriétaires de taxis au futur. Cet exemplaire partenariat public-privé doit être particulièrement encouragé et développé par d'autres institutions bancaires de la place et d'autres structures. C'est d'autant qu'il est une réponse à un appel pressant du chef de l'État en faveur de la multiplication des stratégies de promotion d'emplois indépendants. Le grand succès de ces projets taxi neufs de l'ANPE et de la BRS est mieux perceptible à travers la ville de Bamako. Les centaines de nouveaux taxis qui rallient aujourd'hui les 4 coins de la capitale malienne prouvent à suffisance que le renouvellement du parc autotaxi du pays devient progressivement une réalité. Voilà des bienfaits célébrés. Nous allons parler des méfaits à bannir. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une menace pour la paix. Le sujet est au centre d'une rencontre d'échange entre agences de voyage, compagnies d'assurance et hôtels du Mali. Une démarche citoyenne largement saluée. Les travaux étaient co-présidés par les secrétaires généraux des ministères du tourisme et celui de l'économie et des finances. Compte rendu Alpha Maïga. Nul n'est censé ignorer la loi, a-t-on dit. S'agissant du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est bon, très nécessaire d'informer les assujettis sur leur rôle. Et c'est dans ce cadre que la cellule nationale de traitement des informations financières a initié cette rencontre. Prennent part aux travaux les professionnels des agences de voyage, d'hôtellerie, de sociétés de jeux et des compagnies d'assurance. Nos établissements sont invités à participer à la réalisation de certaines actions en vue d'élargir leurs activités et ce faisant créer un courant d'affaires qui les rendrait plus attractifs. Cette initiative est donc une démarche citoyenne qu'il convient de saluer. Vous aurez à traiter les thèmes importants comme, entre autres, l'introduction à la problématique du blanchiment et du financement du terrorisme, le cadre juridique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la présentation de la cellule nationale de traitement des informations financières. Occasion pour le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances de souligner qu'il s'agit là d'un fléau organisé, fléau qui aujourd'hui n'épargne aucun secteur de l'économie nationale. Pour combattre ce mal des temps modernes, il faut des ressources humaines qualifiées, une synergie des efforts et un partage de l'information entre tous les acteurs du processus. Le renforcement des capacités d'enquête
sur la criminalité financière et la lutte contre le blanchiment de capitaux s'avère donc prioritaire dans ce combat. Le porte-parole des compagnies d'assurance, agences de voyage et d'hôtellerie a donné l'assurance et du coup a pris un engagement ferme d'être aux côtés de la cellule pour une application correcte des dispositifs législatifs et réglementaires. Cela au seul bénéfice des entreprises. Bamako abrite depuis ce matin la deuxième réunion du comité de pilotage du programme de microfinance rurale. C'est un programme qui vise à faciliter l'accès du monde rural aux services financiers pour son développement socio-économique. Le comité de pilotage devra donner une orientation à l'unité de gestion pour ses activités à exécuter en 2012. Ibrahima Traoré. Le programme de microfinance rurale entame en 2012 sa deuxième année d'activité. Son comité de pilotage réfléchit sur les actions à mener en faveur de la population cible, à savoir les ménages agricoles et les organisations paysannes porteuses d'une demande de crédit productif. D'ores et déjà, les responsables du programme préconisent de nombreuses stratégies. Cette première année nous a permis de poser les balises pour la mise en œuvre effective du programme. Donc le deuxième PTBA, le PTBA présent, va nous permettre effectivement d'aller sur le terrain de façon opérationnelle. Donc il s'agit effectivement précisément de procéder à la restructuration d'un certain nombre d'institutions de microfinance en milieu rural, d'accompagner les groupes démunis, les femmes et les jeunes en milieu rural pour les permettre d'accéder aux services financiers adéquats. Le programme de microfinance rurale semble être un véritable levier financier au service du développement des communautés rurales. C'est donc un coup de pouce pour la stratégie nationale pour la microfinance qui met l'accent sur le développement du secteur et l'amélioration de l'offre de services financiers en milieu rural. Le PMR a pour objectif de contribuer à l'accès durable des ruraux pauvres à des services financiers répondant à leurs besoins de développement socio-économique à travers la promotion des mécanismes et des produits adaptés et le renforcement de la capacité d'intervention durable des systèmes financiers décentralisés. Le programme de microfinance rurale intervient dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou. Il entend étendre bientôt ses actions dans les autres régions du Mali. Et nous abordons l'actualité régionale et cette crise d'eau dans le delta intérieur du Niger, une crise qui a fait l'objet d'une étude que l'ambassade du Royaume des Pays-Bas vient de commanditer. De cette étude, il ressort que l'ampleur de la crise sera grande à long terme si rien n'est fait. Le chef de la coopération de l'ambassade des Pays-Bas a rencontré les autorités régionales de Mopti, la société civile du delta intérieur du Niger, autour de cette étude. Reportage Hortem Mopti, Yacouba Maïga. Cette étude d'appui à la sécurisation de l'eau dans le delta intérieur du Niger retrace les causes et les conséquences de la crise d'eau dans cette partie. On parlait déjà qu'il y aurait une crise rapide pour 2012 alimentaire et pour le bétail, mais là je pense qu'il y a vraiment aussi une crise à long terme parce que ce qu'il prévoit avec tous les pronostics faits sur des bases très fiables, c'est qu'une fois tous les 4 ans, il y aura une crise comme en 1984. La campagne agricole 2010-2011 a été marquée dans le delta intérieur du Niger par la faiblesse de la pluviométrie, ce qui devrait entraîner l'insuffisance des productions. L'étude propose des solutions. À moyen terme, il faut une aide alimentaire. Il faut adopter vraiment une stratégie qui vise à s'affranchir autant que possible du manque d'eau par tous les moyens. L'autorité régionale s'est réjouie de la réalisation de cette étude qui devrait apporter un début de solution à la crise. L'espoir est donc permis parce que quelque part on dit quand on pose le diagnostic déjà, on a apporté pratiquement les 80% de la solution de la maladie. Il s'agira donc pour nous, à travers les solutions qui nous sont proposées, d'agir. En marge de l'étude, les 2 consultants ont visité certaines réalisations du projet PADIN mis en œuvre par CARE International au Mali. Il s'agit de sites dont ceux de Tomina et Feyobogo. Constat, les bénéficiaires apprécient l'intervention du projet. Au nom de CARE International au Mali, le chef du projet SAPI, Draman Sidibé, a demandé aux différents acteurs de restituer le contenu de cette étude dans leurs localités respectives. Plus de 28 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'Office du Niger au titre de 2012. Ce budget qui a été adopté hier à Ségou par les administrateurs au cours de la 29e session du conseil d'administration de l'Office prend en compte les grands travaux d'aménagement
Plusieurs autres points ont été examinés par cette session, dont le bilan de la campagne 2011-2012. Ortem Segou, un compte rendu de Kandesila. Pour la campagne 2011-2012, l'Office du Niger s'attend à une production de 725 000 tonnes en riz paddy contre une prévision initiale de 662 000 tonnes. Cet objectif reste sous-tendu par l'état satisfaisant des réseaux d'irrigation, constat fait la veille par les administrateurs sur le terrain. Par rapport à la situation particulière de cette année, des programmes spéciaux ont été initiés pour soutenir cette production et les efforts du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. Un programme spécial de contre-saison riz sur 25 000 hectares pour une production attendue de 125 000 tonnes de paddy environ, contre une prévision initiale de 62 306 tonnes. Un programme spécial de pommes de terre sur 380 hectares pour une production attendue de près de 11 400 tonnes. Ces actions permettront à coup sûr à l'Office Niger de contribuer à la sécurité alimentaire de notre pays. Pour 2012, le budget soumis et approuvé par les administrateurs se chiffre à 28,7 milliards de francs CFA. Ce budget reste dominé par la prise en charge des grands travaux en cours, comme les travaux d'aménagement de 2500 hectares dans la zone de Mbewani, où les premiers exploitants seront installés dès la campagne prochaine. 2012 verra également le démarrage d'autres aménagements. Les administrateurs ont félicité et encouragé l'Office à maintenir cet élan pour consolider et améliorer les acquis. Nous sommes rendus compte d'abord de l'évolution assez très positive de l'Office du Niger à travers la qualité des documents qui présentés. Et nous avons également vu les résultats très positifs, évolutifs de l'Office du Niger. Au titre des dispositions particulières, l'Office du Niger a informé les administrateurs de la création d'une 7e zone, la zone de Kémassina, pour mieux approcher l'encadrement des producteurs. Le projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille Sud, PADECA-KS, a tenu hier à Kenyeba. Il faut dire que le placement d'environ 160 zébus morts et de taureaux ndama, la multiplication de poulets wachés, la réalisation de pistes rurales sont entre autres activités menées par le PADECA-KS au cours de l'exercice qui s'achève. Au terme Caille, le point avec Idrissa Goulou Sissoko. Cette 4e session s'est tenue à un moment où l'on note une plus grande visibilité du projet sur le terrain. Le projet a à son actif le placement de 96 zébus morts et 55 taureaux ndama auprès respectivement de 24 et 55 bénéficiaires des cercles de Kenyeba, Bafouabé, Caille et Kita. La multiplication des poulets wassaché, la relance du dossier de marché majeur 825 km d'accès, entre autres. Au cours de cette réunion, les participants ont adopté et approuvé le rapport annuel d'activité 2011 et le programme d'exécution technique et financière de 2012 après des échanges sur les différents points. Face aux efforts en cours et aux défis à relever, je voudrais réitérer l'attachement des autorités de la région de Caille à l'atteinte de l'objectif du projet et je demeure convaincu de l'accompagnement efficace et sans faille de tous les responsables de l'administration politique de la zone pour que ce projet réponde au mieux aux préoccupations des populations. À l'issue des travaux, les participants ont fait des recommandations, à savoir diligenter un titre foncier pour le siège du PADEPAC à Kita, mettre en place des unités d'amant en lieu et place d'un géniteur et enfin mettre en place des moutons djalonqués en lieu et en place de l'introduction d'un bélier. Nous allons rester avec l'actualité régionale, avec l'interconnexion électrique Mali-Côte d'Ivoire. Le poste de distribution de Nangou-Djassa à Sikasso, bientôt opérationnel. Le gouverneur de la 3e région, à la tête d'une forte délégation, était ce jeudi sur le chantier. Le constat des travaux se déroule à un rythme satisfaisant. Compte rendu Ortem Sikasso, Sekou Konati. En se rendant ce jeudi matin sur le chantier du poste d'interconnexion électrique Mali-Côte d'Ivoire à Nangou-Djassa, un village situé à 7 km du centre-ville de Sikasso, le chef de l'exécutif régional voulait s'enquérir de l'état d'exécution des travaux sur ce site démarré en janvier 2010. De Zégua jusqu'à Sikasso et le poste de Sikasso jusqu'à Koutiala, tout ceci est aujourd'hui terminé et utilisable. Et aujourd'hui, si l'électricité venait de Côte d'Ivoire, ce poste serait capable de le transformer, de le régler, de l'ajuster et de le mettre à la disposition
des populations de la ville de Sikasso. Des postes d'arrivée et le courant électrique de Ferkessédougou à Sikasso, à la salle de contrôle en passant par le réseau de distribution, le travail accompli est à la satisfaction. Nous sommes la première région agricole. Nous avons besoin de transformer nos produits. Et l'industrialisation ne peut pas aller sans électrification. C'est pourquoi nous sommes pressés que cette ligne entre en marche. Et de Zégua à Mpersoban, les propriétés touchées par le passage de la ligne, ces propriétés seront indemnisées. Les documents ont été élaborés par mes services techniques et transmis au niveau national. Le projet d'interconnexion électrique Mali-Côte d'Ivoire, c'est 530 km de lignes électriques, une puissance de 80 MW pour un coût de 81 milliards de francs CFA. Voilà, du courant qui vient du sud de Sikasso en Côte d'Ivoire. Nous partons un peu vers l'est de la région de Sikasso, Burkina Faso, avec le lancement hier à Bobo Dioulasso de la campagne d'alphabétisation 2012 du Burkina. Le thème retenu cette année est le rôle des opérateurs en alphabétisation face aux défis du programme national d'accélération de l'alphabétisation PRONA. Le PRONA est l'équivalent du programme vigoureux au Mali. C'est d'ailleurs pour cette convergence d'objectifs entre les deux programmes que le Mali était l'invité d'honneur du lancement de la campagne d'alphabétisation du Burkina Faso. Envoyé spécial à Bobo Dioulasso, Lamine Chokoura Koulibaly. D'appréciables résultats en alphabétisation et en éducation non formelle de manière plus générale. Mais en même temps, le Burkina Faso, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, est conscient du long chemin à parcourir pour l'atteinte des OMD d'ici 2015. Il lui faut donc intensifier les activités de promotion d'alphabétisation. Pour 2012, plus précisément, le pays s'engage à ouvrir plus de 10 000 centres d'alphabétisation et atteindre pendant la même période les résultats réalisables en 3 ans. Pour relever ce défi, il faut une forte mobilisation sociale. Nous parlons d'alphabétisation et nous parlons également d'éducation non formelle parce que cela, pour nous, est essentiel. Je pense aux nombreux enfants non scolarisés, à ceux aussi précocement déscolarisés, à qui nous devons apporter une formation. Eh bien, les centres d'éducation de base non formelle et toutes les formules voisines vont être développées en 2012. Le lancement de la campagne d'alphabétisation est pour le Burkina Faso et pour le Mali d'une grande portée. Il traduit une préoccupation commune qui est de doter les populations des deux pays des outils de développement qui feront d'elles les véritables acteurs du développement. Le Burkina a fait une très bonne chose en lançant ce programme d'alphabétisation 2012 parce que les gens comprendront qu'il y a une volonté politique forte pour aller résolument vers l'alphabétisation des masses. Plusieurs démonstrations sur l'importance de l'alphabétisation ont ponctué cette cérémonie de lancement des activités de 2012. L'utilisation des nouvelles technologies de communication dans les apprentissages avec un logiciel adapté à la langue nationale mourée, par exemple, ou encore l'information et la sensibilisation des populations sur les maladies courantes. Les différentes parties de cet arbre, appelé arbre à palabre, schématisent les causes du paludisme, ses manifestations, ses conséquences et les méthodes de lutte contre la maladie. Alors, à vos chevalets et à vos pions, nous allons tenter d'avoir 50 points en scrablant, tout simplement. Nous vous parlons de Scrabble avec le lancement hier dans la salle multifonctionnelle du stade de Vinci-Mas de Bamako du premier festival international de Scrabble. L'événement est soutenu par la Fédération internationale de Scrabble francophone en Afrique de l'Ouest à travers la Fédération malienne de Scrabble. Le compte rendu de Koumba Nyambeli. Organisé par la Fédération internationale des Scrabble francophones en Afrique de l'Ouest, FISFAO, ce festival de jeux de Scrabble est couplé avec un stage d'organisation et d'arbitrage, une première sur le continent. Ce festival constitue pour nous une rare opportunité pour nous et pour notre pays de montrer à la face de l'Afrique et du monde ses valeurs légendaires d'hospitalité, sa riche culture et ses richesses touristiques, et j'en passe.
Plus d'une centaine de scrabbleurs vont s'affronter dans différentes épreuves, le classique par paire et le duplicate par blitz et l'élite. Ces joueurs sont venus du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali. Un événement africain qui a ses objectifs. Il s'agit d'une première en Afrique et il s'agit aussi d'une expérience pilote à partir de laquelle nous allons étendre à différentes régions africaines ce genre d'événement. Nous réjouissons particulièrement de l'organisation par le Mali, à travers la Fédération malienne de Scrabble, du premier festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, le jeu de Scrabble est un jeu noble, un jeu d'intellectuel qui permet à ses pratiquants de s'améliorer dans le domaine de l'apprentissage de la langue française. Cette compétition se poursuivra jusqu'au dimanche prochain dans la salle multifonctionnelle du stade du 26 mars de Bamako. Les joueurs vont étaler leur savoir-faire en matière de Scrabble. Voilà, le Scrabble, jeu d'esprit. Le football, jeu de l'esprit et de tout le corps. Le championnat national de Ligue 1, la troisième journée, a démarré hier au stade du 26 mars de Yirimadio avec le nul 1 but partout entre l'ASSOM, l'association sportive olympique de Misra, et le stade malien de Sikasso, pendant que dans l'autre match du jour, le CSK a gagné 2-1 contre le Nyana de Koulikoro. Le résumé de ces deux rencontres avec Fotigui Tunkara. Ce CSK AS Nyana au stade du 26 mars de Yirimadio est apparemment l'une des principales affiches de cette troisième journée du championnat national. Ça démarre relativement bien pour le Nyana de blanc vêtu qui prend vite un léger ascendant sur le jeu. Très entreprenant, les visiteurs ont failli ouvrir le score à la 16e minute suite à ce coup franc cafouillé dans la surface centriste et sauvé de justesse par l'équipeur Alassane Diallo, très décisif avec ses belles arrêts et réflexes. Les boys du CSK laissent passer l'orage et réagissent efficacement avec l'ouverture du score à la demi-heure de jeu par Yacouba Niaré. L'avant-centre centriste exploite judicieusement un ballon très mal négocié par la défense du Nyana. 1-0 pour le centre Salif Keita. La joie des centristes sera de courte durée puisque une minute seulement après, les Koulikorois s'accrochent et égalisent par Modou Dambélé, servi en profondeur. Il prend le meilleur sur la défense adverse pour placer sur lobe somptueux. Un but partout. Le CSK ne l'entend pas de cette oreille. Les jeunes reprennent l'avantage au score 3 minutes plus tard sur ces coups francs bien enveloppés de l'international cadet malien Abouakar Tungara. 2-1 pour le CSK. Les jeunes du Nyana reviennent des vestiaires avec un tout autre visage. Très volontaires, ils prennent la possession du terrain pour combler leur retard au score. Par défaut de lucidité, leurs efforts restent toutefois désordonnés dans les derniers mètres. Et c'est là jusqu'à la fin du match. Score final, 2-1 pour le CSK, qui inflige ainsi au Nyana sa toute première défaite de la saison en championnat. L'autre match du jour, dans une moindre mesure, entre la Somme en orange et le stade malien de Sikasso, est juste un duel entre promus de Ligue 1. Cueillis à froid par les stadistes de Sikasso de retour à l'élite nationale, les novices olympiens de Misra tentent plusieurs fois de se ressaisir, à l'image de Lassana Diarra, ici qui pêche à la conclusion après un très joli geste technique. Score à la mi-temps, 1-0. Les jeunes de Misra poursuivent en seconde période leur conquête de but et investissent les camps adverses. Ils seront finalement récompensés de leurs efforts à la 75e minute de jeu avec ces pénaltys consécutifs à une faute du défenseur sikassois Drissa Berté qui prend du coup au passage son deuxième carton jaune de la soirée, synonyme d'expulsion. L'attaquant de la Somme, Lassana Diarra, s'est fait lui-même justice pour marquer son troisième but de la saison. Score final, 1 but partout. Un partage des points qui permet quand même au stade malien de Sikasso de prendre son tout premier point de la saison, et c'est là grâce à son nouvel entraîneur qui commence bien. Le stade malien de Sikasso donc qui gagne un point à l'occasion de ce nul contre la Somme, contrairement à ce que nous avions dit au départ en parlant de nul du stade malien de Bamako qui n'a pas encore joué pour le compte de cette troisième journée. Et c'est Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien de Manchester City, a été sacré hier soir à Accra, meilleur joueur africain de l'année. Il l'a remporté à l'issue d'un vote panafricain d'entraîneurs et de journalistes devant notre compatriote Seydou Keita du FC Barcelone et le Ghanéen André Ayou. The winner is Yaya Touré. C'est son premier sacre continental à titre individuel. À 28 ans, Yaya Touré succède au palmarès de joueur africain de l'année au Camerounais Samuel Eto'o.
Le milieu de terrain ivoirien de Manchester City savoure son prix, mais il tient à rendre hommage à ses dauphins. L'attaquant ghanéen de Marseille, André Ayou, le fils d'Abedi Pelé, et le malien du FC Barcelone, Seydou Keita. Seydou Keita a remporté plus de trophées que moi. Et André Ayou joue très bien cette année. Le titre décerné jeudi à Accra par la Confédération africaine de football récompense sans doute le parcours élogieux de Yaya Touré, vainqueur de la Ligue des Champions en 2009 avec le FC Barcelone. Mais c'est aussi et surtout la reconnaissance de son rôle de tour de contrôle de Manchester City, l'actuel leader de la Premier League anglaise. Yaya Touré fait une merveilleuse saison avec Manchester City et la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que ce ne sera pas son dernier titre. Après une prestation décevante lors de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, la sélection ivoirienne compte sur Yaya Touré pour redorer son blason l'année prochaine. Voilà, et puis nous revenons juste sur quelques points de cette décision du Comité national de l'égal accès aux médias d'État fixant les conditions de l'égal accès des formations politiques et des associations à caractère politique aux médias d'État en période hors campagne électorale. Le Comité national de l'égal accès aux médias d'État qui statue en session ordinaire décide des dispositions générales avec l'article 1er. La présente décision a pour objet de fixer et de garantir les conditions de l'égal accès aux médias d'État pour les formations politiques et les associations à caractère politique en période non électorale. Article 2, la période non électorale s'entend par toute la durée du temps qui sépare deux campagnes électorales officielles. Les notions de partis politiques, d'associations à caractère politique et de médias d'État se définissent par les lois et règlements qui créent et organisent chaque matière des conditions d'accès et de diffusion. Article 4, durant la période indiquée, pour bénéficier du service des médias publics, la formation politique et l'association à caractère politique intéressée doivent formuler une demande écrite datée et cachetée et signée par un responsable habilité 48 heures au moins à l'avance adressée au responsable du média concerné. Article 5, pour les partis politiques, la durée du temps d'antenne dans le journal est de 2 minutes 30 à la télévision et à la radio. Un espace d'un quart de page leur sera consacré dans la presse écrite d'État. Et pour les associations à caractère politique, la durée est de 2 minutes dans le journal télévisé et radiodiffusé et d'un quart de page dans la presse écrite d'État. Le temps d'antenne des associations à caractère politique affiliées ou se réclamant d'un candidat parrainé par un parti politique qui sera décompté sur le temps alloué aux 10 partis. Et puis, compte tenu de leur nombre élevé, aucun parti politique, aucune association à caractère politique ne peut soumettre à leur terme ou à l'AMA plus d'une demande de couverture médiatique en une même semaine. Les formations politiques et les associations à caractère politique, article 7, sont libres du choix et de l'activité et de la langue à utiliser. Et puis, les responsables des médias d'État verront à la stricte application des présentes dispositions. En article 10, les agents des médias d'État mis en mission dans un tel contexte sont tenus à une stricte neutralité, nonobstant leur opinion politique ou syndicale. La présente décision sera publiée surtout partout où besoin sera et prendra effet à compter de sa date de signature le 21 décembre 2011. Et puis, après cette édition, on pourrait suivre l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux des familles fondatrices et des confessions religieuses au président de la République. D'autres intégralités demain à partir de 10h45 sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de télévision sur l'ORTM.